La Colombie a connu une époque de violence extraordinaire, la ville de Medellín en particulier, avec des taux d'homicides dignes de conflits armés internationaux. On parle de 400 morts pour 100 000 habitants, ce qui est énorme en moyenne sur les années d'activité d'Escobar, avec des pics à 750 pour ce qui est la population masculine. Sont des gens, encore une fois, alors, victimes directement de ces activités de trafiquants. Ce sont des policiers, des juges, des journalistes, toute personne représentant les autorités auxquelles lui s'est opposé sont des victimes d'attentats. Il a fait sauter un avion, commis des attentats à la voiture piégée, à la bombe à peu près dans tout le pays. Donc encore une fois, l'estimation a priori du nombre de morts liés à Escobar et à ces guerres en particulier contre l'État colombien est probablement de 10 000 personnes. Quelque part, Escobar, donc abattu en 93 par la police colombienne, a perdu cette guerre-là. Sauf qu'il a réussi à affaiblir les institutions colombiennes à un point qui a plongé le pays dans un état de chaos assez impressionnant pendant sa période d'activité et ensuite dans les années postérieures à sa mort. En tant que narcotrafiquant, il est en théorie pourchassé par toutes les administrations, agences américaines qui s'occupent de la lutte contre le narcotrafic. Après, au niveau politique, les narcotrafiquants comme Pablo Escobar ont représenté sur ces années-là des acteurs importants, entre autres par les finances et aussi les moyens qu'ils avaient de contrebande, qui ont pu être utilisés à certains moments par les autorités américaines pour parvenir à leurs fins ou défendre des intérêts, en particulier en Amérique centrale, contre le Nicaragua. C'est-à-dire qu'il y a une relation très ambiguë des États-Unis avec ça. A priori, on réprime le narcotrafic, mais en même temps, c'est un pouvoir, donc à certains moments, on peut l'utiliser. On peut essayer de l'instrumentaliser pour parvenir à des fins géopolitiques qui sont totalement différentes. Ce sont des gens qui, contrairement à ce qu'on pense, passent beaucoup de temps à s'occuper de leur activité, doivent veiller au moindre détail de l'activité. Et ça se poursuit jusque très très tard dans la nuit. On doit contrôler les routes, vérifier les envois, voir que l'organisation fonctionne bien, essayer de voir s'il y a des traîtres. On doit s'occuper de toute la partie financière, la partie logistique. Ce sont de véritables chefs d'entreprise à plein temps. Et finalement, ça leur laisse peu de temps pour tout ce qui serait le fait de profiter de leurs gains. Ça ne les empêche pas pour autant d'organiser des fêtes somptueuses, de dépenser beaucoup d'argent dans des dépenses de prestige, d'essayer de se montrer. Ce sont des gens souvent qui ont un certain ego et sont dans des sociétés qui attendent qu'on se montre et qu'on fasse étalage de sa fortune. Donc ils le font. Pablo Escobar, sans tomber dans le cliché, c'est sûrement un personnage aux multiples facettes. C'est à la fois un père et un mari aimant. C'est un organisateur né, c'est quelqu'un qui est très soucieux du bien-être de ses travailleurs et de ses employés. C'est à côté de ça un monstre sans scrupules qui est capable de tuer au moindre doute et à chaque fois qu'il l'estime nécessaire. Et évidemment, comme souvent dans ces milieux-là, quelqu'un a la morale extrêmement variable. On parle souvent de code d'honneur dans ce genre de milieu et dans ce genre de mafia. Ce sont des gens qui le revendiquent, or qui n'arrêtent pas en général de fausser ce code et d'aller à l'encontre de toutes les règles qu'ils se sont fixées.